Salut mes dibos. Bienvenue dans cette nouvelle pause dev. On est le 4 juillet 2022, il est midi et je suis super content de vous retrouver avec des petits sujets sympas que je vous ai concoctés pendant le week-end. J'ai pas été très présent sur les réseaux sociaux pendant le week-end, je vous l'ai dit. J'ai eu un week-end de taré, mais voilà. Aujourd'hui, on va commencer tranquillement la semaine. On est lundi, il fait chaud, voilà, on est bien. C'est les vacances, hein, c'est bientôt les vacances. Et surtout, bonnes vacances à tous ceux qui nous regardent depuis la plage, hein, on sait jamais, il y en a peut-être. Hein. Amusez-vous bien, profitez, c'est le moment ou jamais. Et au programme aujourd'hui, mes dibos, on va essayer de faire quatre petites tâches rapides. On va essayer de faire tenir ça en 2 heures. Je vous propose qu'on commence tout doucement, tranquillement, en regardant un petit peu ce qu'on a fait ensemble jeudi et vendredi sur Rehost. On va aller checker simplement que dans la base de données, il n'y a pas de mauvaise surprise et que tout s'est bien passé, qu'il n'y a pas eu d'erreurs du coup qui ont été cachées par les magouilles qu'on a faites en base de données. Moi de mon côté, j'ai reçu quasiment aucun mail d'erreur de tout le week-end. Youpi. Mais ça veut pas dire ça veut pas dire qu'il n'y en a pas eu. Voilà, donc on va aller checker dans la base de données qu'effectivement les erreurs 404 qui aient pu avoir, elles sont bien cachées quoi, elles sont bien restées planquées en base de données mais qu'elles ne sont pas arrivées jusque nous par mail. A priori c'est le cas, donc tant mieux. Dans un premier temps. Dans un deuxième temps, on va aller voir la solution que j'ai trouvée pour ma configuration de ma CDCI à la Dibri pour modifier pour modifier l'organisation de mon code source sur le contrôle de code source, de manière à ce que Karen puisse nous rejoindre bientôt et accéder à son système de branche comme elle l'aurait fait sur Git. On a vu ensemble en live vendredi que c'était pas possible dans l'organisation de travail que j'avais prévu jusque maintenant. Et du coup, c'est chose faite maintenant. Hein. J'ai corrigé ça, j'ai passé quelques heures dessus dans le week-end. Je vais vous montrer un peu la solution que j'ai choisie. C'est pas forcément la plus élégante, mais ça marche. Et on va le faire en live, hein. On va le faire sur un dernier projet que j'ai pas encore eu le temps de plugger. On va le faire ça en live, je me suis dit que j'allais le garder pour vous pour le direct. Donc ça serait plus rigolo comme ça. Ensuite on ira voir si on peut programmer un jeu. Est-ce que c'est possible de programmer un jeu en C#.net? Et oui, je vous ai montré du code source en C, ok, compilable dans Visual Studio. Je vous montrerai bientôt du code source en C++ d'un jeu vidéo compilable dans Visual Studio. Et par contre, ce que je vous ai pas montré, c'est ce qu'il est possible de développer un jeu, son propre jeu soi-même en C#. Et on verra que le C# est un langage à la mode dans le développement de jeux vidéo. Hein. Que ce soit avec Unreal Engine pour le front ou que ce soit avec Unity, il y a des packages qui sont prévus, il y a des choses qui sont faites. Il y a même des jeux commerciaux qui ont été développés avec C# pour le back et avec un moteur évidemment de rendu un peu plus poussé et plus réactif, plus performant pour le front. On verra ça un petit peu plus tard. Ok mes dibos, donc on va démarrer tranquillement, on va se connecter à la base de données, on va aller checker tout de suite que les messages d'erreur 404 sont bien stockés en base de données et ont arrêté de m'envoyer des mails et des mails et des mails. Tac, donc c'est ce qu'on va aller faire tout de suite. Je lance l'accès à la base de données, j'ai pas optimisé, j'ai pas lancé ça avant. Désolé les dibos. J'ai remis le vieux casque. Bon, désolé, le son est moins bon, mais le casque de base, le J Pro est actuellement utilisé, donc je peux pas le débrancher comme ça à l'arrache. Désolé. Promis, j'investis. Si on passe l'été, si on s'affilie avant la fin de l'été, les dibos, j'achète du matos, c'est promis. C'est pas du chantage, hein, c'est pas. Abonne-toi. C'est pas du chantage ni quoi que ce soit, hein, c'est juste pour le moment je peux pas me permettre d'investir trop là-dedans, mais ça sera bientôt le cas. Voilà les dibos. J'attends un petit coup de fil important pour le boulot justement, j'espère qu'on sera pas dérangé en plein live. Sinon ils s'attendront. C'est long. Je sais que c'est long, les dibos c'est en train de charger, je vous promets. Voilà la base de données là. Allez, c'est parti. Puis quand je dis ça, ça charge la base. Voilà, j'espère que vous entendrez ma voix correctement, ma douce voix par-dessus la musique, sinon vous me le direz comme d'habitude, il n'y a aucun problème. Alors, rappelez-vous, on a livré un petit correctif dans Rehost en fin de semaine, d'ailleurs j'ai même pas prévenu les utilisateurs, bouh. Et ce correctif, c'était très modeste, hein, c'était juste un petit correctif, un petit patch dans le code source du projet qui me permettait de bypasser et de rendre silencieuses les erreurs 404
quand un utilisateur me demande de charger une image qui aboutit à une 404, l'URL d'aboutit à une 404, plutôt que de me bombarder de messages, etc. En cas de, on avait vu, hein, c'était un moteur de recherche, un crawl de moteur de recherche qui faisait ça. Plutôt que de me bombarder d'emails et de générer du temps de latence, du temps de traitement pour rien côté serveur, et ben je renvoie une page blanche. Hein. Et du coup, je pense que ça a fonctionné notre petite manip Ladyboss parce que je n'ai reçu aucun message d'erreur de tout le week-end. C'est assez. En tout cas, si, mais pas concernant ce sujet-là en tout cas. Calmons-nous, ça serait trop beau. Donc du coup, je vous propose qu'on aille voir hein, tout simplement dans la base de données de Rehost en production. On va aller checker dans la table erreur ici si on a reçu beaucoup d'erreurs pendant le week-end qui sont celles-ci de type 404 ou est-ce que c'est mon envoi de mail qui est pété hein. Ça serait tellement triste mais ça peut très bien être ça. Donc c'est parti. On va faire un select top 500, top 200. Top 200 ça me paraît pas mal. 2000 ça fait beaucoup. From error, voilà, et order by un desk. Dans mes structures à moi, ma première colonne de mes tables, de mes bases de données, c'est forcément la colonne d'index de clés primaires. Dans ma structure, c'est toujours comme ça que je fonctionne. Donc forcément, quand je fais ça, je sais que je vais avoir les ID décroissants. Donc forcément, ça veut dire, donne-moi les 200 dernières lignes. Quoi. Par ordre décroissant. Okidoki, alors qu'est-ce qu'on a? On a du téléchargement impossible, on a du 403, waouh, on a pas mal de 403 et on a du blacklist, ok. Ok, on a du 404. Voilà, moi celle qui m'intéresse c'est celle-là. Ok. On a un Google Bot par ici. En fait je devrais mieux checker mon timestamp les gars. On va se mettre à partir du... Voilà, c'est ici, hein. En gros on regarde jusque là. Hein. On va faire ça comme ça. Hop ça, where timestamp est strictement supérieur à... Et puis on va se mettre supérieur à 01 07 2022 ou plutôt 02 parce que du coup il va commencer à minuit. Voilà, du coup je dois avoir 40 lignes. Ok, c'est parfait. On est bon. Donc le 2 c'était samedi, je crois. Ouais, c'est ça. Samedi, on était le 2 juillet, les gars. Donc du coup, à partir du 2, j'ai des erreurs hein, dans Rehost. Hein, ça, c'est tout à fait normal. Il y a du 403, du 404. Et tout ça ne m'a généré aucun mail. Hein. Si, celui-là, si. Évidemment que celui-là m'a généré un mail. La requête, la passe dangereuse aussi, ça j'ai reçu des mails pour ça. Mais ce qui est sûr, c'est que pour ça, qui provoque du 404, ça c'est du 404, ça c'est du 403, ça c'est géré. Ce qui est blacklisté, c'est pareil, c'est blacklisté, j'en veux pas. Ouais, ok, donc ça a marché. Ça a marché, ce qui veut dire que en théorie, normalement, si je me réfère à ça et ça, normalement ce week-end, j'ai pas dû en recevoir beaucoup. J'en ai reçu 1, j'en ai reçu 2, j'en ai reçu 3 et j'en ai reçu 4. Est-ce que ça correspond à peu près à ce qu'on attend? Voyons voir. Ok, on va faire par ordre. On va regarder ici. La première erreur que j'aurais dû recevoir, c'est-à-dire le request path. J'en ai reçu 2. Et elles sont arrivées à 11h21, 11h22. Donc là c'est le 3, ça c'est le 3. Ça c'est le 2, 11h22 et 11h21. Ok, donc ces deux là c'est bon. Elles sont bien arrivées, c'est des request paths dangereux. Ça me va. Je les interprète pas, hein. Ça on en reparlera une autre fois, c'est pas bien grave. C'est des URL mal fabriqués en gros, qui contiennent du code malicieux éventuellement ou pas, hein, mais c'est des requêtes, des URL mal formées. Ok, donc ces deux là on est bon. Ensuite, donc j'attendais à les recevoir, je les ai bien reçus. Toutes celles là vous avez vu, je les ai aperçois. Et ensuite ça, celle-là, ici, c'est à minuit et demi le 3. Minuit et demi le 3. Index hors limite, ok, ok, parfait. C'est un uploader qui a demandé d'uploader plusieurs photos, mais qui en a fourni qu'une seule, ou enfin un nombre inférieur à la quantité qu'il avait attendu. Le flux s'est coupé à un moment donné. Donc ça a provoqué cette erreur là, ok, pas de problème, je la reçois. Si elle s'était provoquée plus fréquemment, je l'aurais checké, mais...
Et enfin, on en a une quatrième candidate, c'est ici. Boum, l'objet, on a une nulle référence exception à 6h10 du matin. Ouais, bah c'est ça, Mendibos, parfait. Et donc c'est une nulle exception survenue dans cette page, à cette ligne-là, c'est le Bingbot. Ok, pas de souci. Je la traite pas, l'erreur n'est pas à traiter. Ce qui m'intéresse, moi, c'est de vérifier que celle-là, je reçois bien les mails. Et donc, effectivement, comme vous avez pu le constater, toutes les autres erreurs, donc sur 41 lignes, j'en ai reçu 4, donc les 37 autres erreurs, ce sont des erreurs qui ne provoquent, des erreurs silencieuses, donc qui ne provoquent pas d'envoi de mail. Donc je pense qu'on est bon les Divos, ça a fonctionné. La petite bidouille qu'on a faite ensemble vendredi, qui consistait à rendre silencieuses les erreurs 404 non gérées, c'est-à-dire celles qui étaient gérées au niveau, qui survenaient au niveau de l'upload de fichiers, et eh ben elles provoquent bien, elles ne provoquent plus l'envoi de mail. Hein. Les erreurs 404 qui sont gérées, hein, qui surviennent pendant l'upload, mais avec une URL cette fois-ci, l'URL existe mais n'aboutit à rien. Ça provoque des erreurs 403, des 401 quand c'est interdit sur Twitter par exemple, ou des 404. Celle-là était déjà gérée avant et était en mode silencieux. Et l'utilisateur reçoit un message d'erreur à l'écran. Hein. Nous, ce qui nous intéressait, c'était ça. C'était quand un bot essaye de crawler essaye d'intervenir sur, de rendre à l'écran une partie du site qui n'existe pas réellement. Voilà. Auparavant, ça générait une erreur 404 en voie de mail. On se rappelle, on avait testé slash caca, slash zizi, tout ça. Hein. Et donc, vous voyez que pendant ces nuits-là, il y a quand même eu des tests. Hein. Il y a des gens qui ont essayé de me crawler. C'est pas un Bingbot en plus, hein, ça a l'air d'être une machine sous macOS, de la même adresse IP en plus. C'est probablement un script, hein, c'est pas forcément une tentative surtout avec 10 pauvres requêtes, hein, c'est juste un script peut-être qui cherche des pages secrètes d'Oreost. Ou un mec qui est en train d'essayer d'écrire un script pour automatiser l'envoi, il a besoin de savoir où se trouvent il sait pas qu'il y a des API peut-être. Enfin voilà, bref, on s'attarde pas plus là-dessus, je suis content, ça a fonctionné, c'est une bonne nouvelle. Et du coup, on peut passer tranquillement à la suite des opérations, c'est-à-dire, mes jeunes dibos, la configuration de mon intégration continue et de mon intégration continue, donc la compilation et la livraison de binaire continue. On va faire ça sur un nouveau projet, ok. On va appeler ça, alors, je vais changer le titre du stream, hein, du coup. Tic. Modification de la CDCI de la librairie pour collaborer. Azure DevOps. Boum. Tic. Voilà mes dibos. Alors, bah, pour ça, il n'y a rien de plus simple. Hein. Pour ça, il n'y a rien de plus simple. Ce qu'on va faire, c'est que... Hop. Qu'est-ce qu'il y a à l'écran? C'est rien du tout. Je vous montrerai après. Du spoil. Heureusement, je regardais pas le bon écran. Voilà. Donc là, vous le saviez déjà, vous l'aviez déjà vu, on en avait déjà discuté plein de fois. La CDCI à la Dibri, comment ça fonctionne? Est-ce que ce serait pas un peu fort au niveau de la musique? Non, ça a l'air bien. On laisse comme ça. On laisse comme ça. Est-ce qu'on se mettrait pas à 5? Ouais, c'est mieux. Ok, la Dibri, la CICD à la Dibri, on en avait déjà parlé, vous saviez comment ça marche. J'utilise les pipelines de Microsoft Azure DevOps qui build mes projets à distance dans le cloud et qui ensuite ramène les exécutables et les binaires chez moi sur mon serveur web qui est dans mon local technique, sur mon serveur web de la Dibri. Ok, donc ça se fait en 2 étapes, hein, comme d'habitude, la build et ensuite la livraison. Et là où ça posait problème, vous le connaissiez, hein, enfin ça posait problème oui et non, la façon dont je l'avais configuré mes projets, et vu que moi je bossais tout seul dessus, était toute simple. Je modifie mon code source, je pousse mon code source, je commit mes modifications de mon code source, le build part directement, s'exécute chez Azure, et si jamais il y a un artefact, donc si le build est fonctionnel, si le build a réussi, paf, ça livre en production. D'accord? Donc en gros, j'avais
une branche production. C'est tout ce que j'avais dans mon fonctionnement. Alors, c'est typique à la Dibri, c'est pas comme ça que je fonctionne, bien sûr, quand je travaille en milieu professionnel, hein. Il y a toujours au moins une branche intermédiaire, une branche de développement, une branche prod, c'est la moindre des choses. Parfois, il y en a une troisième qui s'intercale, qui est une branche de staging, de bêta ou de test continu, de choses comme ça. Et nous, c'est quelque chose qui ne fonctionnait pas comme ça à la Dibri. C'est moi qui l'ai choisi, hein. C'est parce que j'ai fait au plus simple et que j'étais le seul intervenant. Le problème, vous le saviez, c'est juste un petit rappel, hein. Le problème, c'est que sur quelques-uns des projets, ou au moins sur un projet, on va avoir un intervenant extérieur qui va venir bosser sur le projet. On va l'inviter à bosser avec nous sur le projet. Et donc, forcément, on va avoir envie de bosser tous les deux sur des branches différentes. Premièrement, parce qu'on n'utilise pas forcément ni les mêmes outils ni les mêmes technologies. Donc du coup on va bosser séparément et ensuite on va merger tout ça proprement en live, en visio, histoire de pas faire trop de conflits et trop de problèmes. Et puis c'est avant tout, hein, tout simplement, c'est parce qu'on bosse pas aux mêmes heures, au même moment, et que pendant que cette personne fera son boulot sur le front de l'application, moi je vais avoir probablement des demandes et des petites pétouilles à régler sur le back, donc on va devoir bosser sur les mêmes projets, sur les mêmes fichiers en même temps. Bien sûr, Azure DevOps permet tout à fait ce fonctionnement-là, c'est fait pour ça, hein. C'est à ça que sert TFS, donc son ancêtre, ça marche très très bien, mais il est évident donc que il est donc bien sûr évident que on veut pouvoir, je veux pouvoir builder ma branche de prod ou de dev rapidement si je veux pousser un hotfix en prod sans balancer tout son travail de front. Ok Medibos, alors pour faire ça du coup j'ai été au plus simple, j'ai repris un petit peu ce que je faisais dans mon ancienne façon de travailler personnelle mais aussi professionnelle cette fois-ci, c'est-à-dire c'est très simple, c'est-à-dire que au niveau de mes repos, dans Azure DevOps, hein, je sais bien que Git ne fonctionne pas de la même façon. Mais dans Azure DevOps, voilà ce que je propose. Au lieu d'avoir directement le code source comme c'est le mieux, c'est peut-être que je vous montre dans Visual Studio en fait, hein. Hop. Le mieux, c'est que je vous montre dans Visual Studio, mes chers Dibos, hein, je pense. Parce que c'est quand même là qu'il y a le plus de. C'est là que se trouve le. C'est là que je pourrais vous montrer mon système de branches en fait. Alors que c'est pas forcément flagrant. Voilà. Si je prends ce projet là, vous allez voir que ce projet là, hop, je vais vous les montrer. Voilà. Les projets apparaissent ici dans mon explorateur de contrôle de code source. Ok? Tous mes projets sont là. Jusqu'à maintenant, tous mes projets étaient architecturés comme ça. Un projet au sens. Les projets, les branches, les requests, etc. Ici, tout est à prendre au sens littéral de Azure. Parce que TFS ou maintenant Azure DevOps impose, d'accord? Ce que vous allez voir ici qui s'appelle un projet, c'est pas forcément comme ça qu'on appelle un projet dans Git. Au contraire, ça se rapprocherait plutôt d'un repository dans Git, d'accord? De même, les branches, comme moi j'appelle ça branche, c'est pas les branches au même sens que Git les entend. D'accord? Branche ici, c'est plutôt une version alternative d'un repo. D'accord? C'est comme ça que moi je fonctionne. Et c'est le fonctionnement qu'Azure et que Azure DevOps et TFS proposent historiquement. Et elles sont liées entre elles, hein. Ces dossiers vont être liés entre eux. C'est pas juste des dossiers, un dossier Toto, un dossier Titi. Il y a quand même des liens qui sont faits entre l'un et l'autre. Ce qui fait qu'on va pouvoir merger et fusionner, enfin merger plutôt fusionner donc merger ou forker, c'est-à-dire créer une branche. Voilà pourquoi moi j'appelle ça des branches, alors qu'en réalité c'est pas vraiment des branches au sens Git du terme. On est vraiment en fonctionnement Azure DevOps, c'est pas un fonctionnement Git ici, on est en fonctionnement TFVC, donc Team Foundation Version Control, pour faire le parallèle avec Git, ce qui explique pourquoi il y a ces quelques petites différences Medibos. Bref, ce que vous voyez à l'écran donc c'est l'ancienne façon que j'utilisais pour travailler tout seul dans mon coin, c'est-à-dire mon projet, le code source de mon projet directement au niveau du repo de mon projet quoi, directement au niveau du projet. Et ça, c'est mauvais. Ça, c'est mauvais. Alors, quand je bosse tout seul, on s'en fiche, il n'y a pas de souci. Quand je bosse tout seul sur des petits projets, il n'y a pas de problème. Mais quand on va vouloir collaborer, c'est là où ça va poser problème. On l'a vu vendredi, je vous ai expliqué rapidement. Ça va poser problème parce que il faudrait mettre en place un système de branching. Ok, là, ça veut dire que si j'ouvre cette solution-là, moi, je vais faire des modifications dessus. L'autre développeur va faire des modifications dessus. Et au niveau du merge, ça va forcément exploser. Il y aura plein de conflits de partout et soit c'est lui, soit c'est moi qui les gère les conflits. Généralement ça marche très bien parce que TFS et Azure utilisent ont des gestions intelligentes de résolution de conflits qui marchent très bien, basées sur le versionning et la date du jour, etc. Mais ça peut quand même parfois poser problème dans certains cas particuliers. Donc
La solution que moi je vous propose ici à la Dibri et que je vous avais dit que je vous tiendrai au courant, donc je vais vous la proposer maintenant. Est-ce que je peux pas vous tourner un peu mes Dibos parce que j'ai l'impression... Ah oui, voilà. J'ai l'impression que d'être un petit peu porté sur la droite. C'est une blague, hein, bien sûr. J'ai l'impression que j'étais un petit peu sur la droite. Bref, donc du coup, la version, la version que moi je vais vous proposer, mes chers Dibos, ça va être la suivante. Dans mes projets, à partir de maintenant, dans mes projets, on va tout le temps avoir un dossier, je préciserai après ce que ça veut dire, un dossier dev, un dossier prod, et puis N dossiers. Ici, pour ce projet-là, pour le moment, il y en a deux. Prochainement, il y en aura un troisième qui s'appellera dev Karen, par exemple. Enfin, on va se démerder autrement. Toujours est-il que dans cette configuration-là, je peux faire beaucoup plus de choses que dans cette configuration-là. Et bien sûr, vous l'aurez compris, dans chacun de ces dossiers-là, on retrouve donc le code source. D'accord? Pourquoi? Parce que ça, vous voyez, l'icône est un petit peu différente. C'est pas la même chose que ça. Ah si, c'est pas la même chose que ça. Voilà. Ça c'est un dossier. Ça c'est un dossier. Ça c'est un dossier. D'accord? Mais ça, vous voyez, l'icône est un peu différente. Ça c'est une branche. Et qui dit branche veut dire que mon gestionnaire de contrôle de code source, qui est ici encore une fois, je sais, je radote, je fais exprès, c'est pour bien expliquer les choses, pour qu'on comprenne bien la différence avec Git, GitLab, GitHub et Azure, TFS, TFVC. Ici donc, moi j'utilise un système de branche au format, encore une fois, au formulisme tel que Team Foundation Version Control le propose. Donc ça veut dire que ces deux dossiers là, celui-là et celui-là, sont étroitement liés. Ok, ils vont avoir une vie parallèle entre les deux, ils vont avoir chacun une vie indépendante l'une de l'autre, mais ils vont être liés. Ce qui fait qu'à tout moment, je vais pouvoir décider d'aller fusionner mon dev et d'aller le balancer sur la prod. Et du coup, mon contrôleur de code source va faire une analyse des fichiers que je veux balancer de l'un à l'autre et va me proposer donc ce que je veux mettre à jour de l'un à l'autre. C'est bidirectionnel, bien que nous, bien sûr, on ne servira que d'un sens, hein. Évidemment, vous l'aurez deviné. Le but va être de travailler sur la branche de développement, donc sur cette solution-là. Quand j'archive mon code source, du coup, je vais avoir la possibilité de l'envoyer sur la branche production, si je suis satisfait du travail. Et donc du coup, la branche de production sera toujours la version la plus lente, qui a le code le plus ancien. Ok, Dev aura toujours le code le plus récent, et Prod aura la version la plus ancienne. Là où c'est génial, c'est que ça, je vais pouvoir... Donc déjà, vous vous en doutez, ici on va pouvoir encore faire un autre fork ici, un autre fork de développement pour l'appeler autrement, je sais pas moi, une version alternative, hein, une branche Karen, ou une branche développement sur laquelle on bosse tous les deux, hein, c'est pas un souci. Juste en tout cas on se sort de la branche prod, ça c'est clair. Et du coup là où c'est super pratique, c'est que je peux plugger derrière ma livraison et ma build continue. Enfin, ma build puis ma livraison continue. Donc ce qui va se passer, vous en doutez, je vais avoir de la build continue sur la branche développement, ici, pour me builder des artefacts, des nightly, quoi, des artefacts quotidiens ou plusieurs fois par jour, ok. Mais je vais pas déclencher de livrable dessus, ok. Par contre, la branche prod qui est ici, elle aussi va être buildée dès qu'un commit survient dessus, et c'est elle évidemment qui va être pluguée à la livraison continue, d'accord. Donc, idéalement, je pourrais très bien dire que ma branche dev ici, je la build régulièrement et je la livre sur un environnement de bêta, de staging, de dev.dibri.com, enfin un environnement de pré-production quoi. Et la branche production, je la build tous les jours aussi, quotidien à chaque commit, et elle part en production, elle se livre en production. Ok. Alors moi, j'ai pas dans mon serveur web, j'ai pas d'environnement de pré-prod, de test ou de bêta, de choses comme ça. Donc du coup, c'est pas nous, ça sera pas notre cas ici. Ok. Nous ici, on va simplement builder la dev à chaque fois qu'il y en a le besoin, mais c'est tout. Il n'y aura pas de livraison qui s'en suivra. D'accord. Une fois que je serai satisfait, déjà que je suis sûr que ma branche build, bon ça c'est un détail, mais j'exploiterai donc pas les artefacts issus de la branche dev. Ok. En revanche, une fois que j'aurai validé mon boulot et que je vais aller faire ici, hop, envoyer la branche dev sur la branche prod, là il va y avoir un commit qui va avoir lieu sur la branche production. Ça va donc déclencher une build sur le serveur de Azure qui va ensuite déclencher une livraison sur le serveur de prod. Voilà. Ça rajoute une étape intermédiaire.
c'est sécurisé, enfin, c'est un peu plus sécure comme ça, dans le sens où je risque moins de... Typiquement, il y a 2 semaines, vous savez, on bossait ensemble sur le web service de la Dibri. Il y a une journée, j'ai fait 14 livraisons, et j'ai fait 14 livraisons en production. C'est pas grave, rien ne s'en servait. Mais vous vous doutez bien que 14 livraisons sur un site où il y a 200 utilisateurs, dont peut-être 5 à 10 simultanés connectés dessus, l'impact ne sera pas le même, forcément. Ils vont être sans arrêt déconnectés, c'est chiant. Donc du coup, la production sera la seule à être livrée en livraison en CI, en livraison continue et en intégration continue et puis je commit sur la prod que quand je suis prêt à livrer en prod. Vu mes dibos, donc du coup pour faire ça, ce que je vous montre là, donc c'est le résultat final, c'est comme ça que ça va fonctionner. Je pourrais vous montrer après le pipeline ce que ça donne dans Azure, mais on va le faire en live comme ça vous le verrez de vos propres yeux s'intégrer. Et nous, on va le faire sur ce projet-là. Le projet Link, c'est un petit site sans prétention, c'est vraiment rien du tout. J'en reparlerai quand on aura plus, quand ce sera le sujet. Hein. C'est un petit site en ASP.NET MVC Core. Et il y a même pas, si il y a une base de données, bon, c'est rien, c'est un générateur d'URL raccourci. Bon, pas très, fonctionnellement, c'est pas très intéressant. Moi, ce que je voudrais vous montrer là, c'est comment on gère le code source de cette application-là. Donc, et ben la première chose à faire, ça va être de get, parce que vous voyez, cette application-là, elle est, vous voyez peut-être pas forcément bien à l'écran les couleurs, mais ce texte-là, il est en gris, celui-là, il est en blanc, ça veut dire que ça, je l'ai jamais get sur cette machine-là. Et ce qui me met la puce à l'oreille, c'est que ici, le chemin d'accès n'est pas, je peux pas aller dedans, quoi, c'est pas accessible. Alors que là, j'ai un beau lien qui me permet d'ouvrir le code source. Voilà. Ok. Alors, la première chose à faire, c'est ça, on obtient la dernière version. On télécharge le code source. Alors pourquoi je le télécharge ici, c'est juste pour générer, pour créer ce dossier sur le disque dur. Hein. C'est pas vraiment, je vais pas modifier maintenant la solution. Au contraire, elle va être déplacée après. Donc c'est un peu débile de la télécharger pour ça, mais bon. Donc alors la première chose à faire, dans tous les cas, la première chose à faire pour mettre en place cette solution que je vous propose, les DBoss, c'est d'aller désactiver la livraison continue sur ce projet. Donc on y va, on ouvre le projet Link. Voilà, on va dans les pipelines et on va désactiver bien sûr la release. Ok. La release automatique. Pas désactiver la release, mais la release automatique. Voilà, hop, tic, on désactive le déploiement continu sur ce projet-là. Pourquoi? Parce que le code source va changer d'endroit. Donc si jamais par mégarde il y a un build qui part, et il y en aura un, parce que vous verrez pourquoi ça fait partie de la procédure, ça posera problème. En plus de ça, l'artefact que là il veut builder est basé sur du code qui n'est plus au même endroit. Vous allez voir, il va être déplacé le code. Ok. Donc ça, une fois que ça c'est fait, je vérifie, ok, la livraison continue est désactivée. Donc là je suis rassuré, il ne se passera rien, je vais pas péter l'application qui est en prod. D'accord? Ok. Oui, pardon, on save, on n'oublie pas de sauvegarder, ça sera un peu dommage. Voilà. Ça, c'est désactivé, on vérifie 3 fois parce qu'on est des flippettes. Mais ça, au niveau de mon pipeline, vous avez remarqué qu'au niveau de mon pipeline, j'en ai un seul ici. Hein. J'en ai un seul et c'est celui qui a été buildé la dernière fois au mois de mai, on s'en fout. Et lui, il prend, c'est juste pour vous montrer, au niveau du get de mes sources, il les récupère à la racine. D'accord? Enfin, à la racine, il prend le projet Link, quoi. C'est-à-dire ce code-là. Ok? Bon. Alors une fois qu'on a, une fois qu'on a désactivé donc cette livraison continue, cette release automatique, ici, hop, ce que je vais montrer là, pardon. Une fois qu'on a désactivé cette release automatique, on va donc pouvoir aller modifier donc l'emplacement du code source. Et ça va se passer ici. On va donc commencer, la première chose à faire, c'est va être de créer un dossier. Par convention, j'appelle ça dev et prod, bon, c'est pas bien grave, mais voilà. Tic. Voilà, on va commencer par dev, mais voilà. Et donc l'astuce, l'étape suivante, c'est d'aller déplacer tout ce code ici, qui est ma version de dev prod, donc qui est ma version actuelle de mon application, dans dev. Donc c'est parti. Il y a tout ce qu'il faut prévu pour. Hein. Tac, on le met dans dev. Voilà. Alors oui, on peut pas faire glisser déposer ici, ça marche pas. On est obligé de passer par l'interface. Alors la vraie raison derrière, c'est parce que moi ce que je fais là de manière visuelle, en réalité ça se traduit par des invites de commandes qui sont passés, qui sont exécutés sur un serveur. Hein. Boum boum. Et on n'oublie pas bien sûr le fichier de solution.
sinon on est marron. On déplace ça, link dev, boum et boum. Ok, on a tout déplacé, donc on a maintenant un dossier, c'est là où j'insiste sur le terme, hein. On a maintenant un dossier développement qui s'est créé à la racine de ce projet-là. On l'archive, et vous comprenez maintenant, mes dibos, pourquoi j'ai désactivé le build, la livraison automatique. Et oui, parce que là, il va y avoir un build qui va être déclenché. D'ailleurs, ce qu'on va aller faire, je ne l'avais pas fait dans les précédents, on va voir si ça marche. On va aller déplacer, on va aller désactiver ça aussi, tiens. Au niveau de mes... Après tout, ça sert à rien de générer des builds alors que je sais que ça marchera pas vu que j'ai déplacé le code. On va aller ici, on va aller dans les triggers sur le projet Link, hein, et on va désactiver aussi l'intégration continue. On désactive la livraison continue et on désactive la compilation continue. Voilà, on save bien. Il n'y a pas de gate, donc ça c'est parfait. On est bon et on est bon. Donc là, à partir de maintenant, le projet Link ne sera plus ni buildé automatiquement, ni livré automatiquement. Ouf, tant mieux, je suis en train de déplacer son code source. Ok, j'ai pas encore archivé sur Visual Studio, là on est d'accord, ce qui veut dire que dans mes, dans mes repos ici, lui il voit toujours le projet et à la racine du projet le code source. Il voit pas encore que je suis en train d'essayer de manipuler des branches, des choses comme ça. Ok, bah qu'à cela ne tienne, on y va, c'est parti. Ici, donc dans ma version locale, hein, dans mon repo local ici sur ma machine de développement, j'ai créé le dossier, j'insisterai jusqu'à la fin, jusqu'à ce que mort s'en suive. J'ai créé le dossier dev, d'accord. Je vais l'archiver. Oui, je sais, dans le commentaire, j'ai écrit branche, c'est pas bien. Vous allez comprendre pourquoi. Ok, donc là, cette fois-ci, c'est parti. C'est envoyé sur mon serveur Azure DevOps, c'est envoyé sur le cloud. Et donc, désormais, Link n'est plus à la racine même, hein, il est déplacé dans un dossier dev. Ok. Donc du coup, si je reviens ici dans mon contrôle de code source et que je rafraîchis ma page, voilà, là cette fois-ci c'est pris en compte. J'ai toujours un dossier dev qui contient maintenant le code. Et donc je pense que vous voyez subtilement, vous voyez où je veux en venir subtilement après une petite gorgée. Ah, c'est dégueulasse. Donc voilà. Donc vous voyez lourdement où je veux en venir. On va donc ensuite aller tout simplement créer la même chose pour la prod. Et après plugger nos systèmes de build automatique sur ce système là. D'accord. Et ben c'est parti. Donc la procédure à suivre pour pouvoir créer un dossier prod, branche prod, qui dépend de dev, qui est lié à dev, hein, donc pour pouvoir faire des merges de l'un à l'autre. Clic droit, création de branche et fusion, créer une branche, prod, boum. Et c'est là que la magie opère, en tout cas sur TFS. Hein. Oui, je sais, Git c'est beaucoup plus facile, Git ça se fait en 3 lignes de commande, je m'en fous. Ok. Et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé avec mon icône de dev là? Elle s'est transformée d'un dossier en branche. Et oui, le fait de brancher sur un dossier déjà existant, ça le transforme en branche. Alors j'ai le choix, je pouvais ne pas le faire, mais je le fais parce que du coup ça me permet d'avoir l'historique du code et de pouvoir remonter d'une version à une version antérieure au code et de pouvoir faire interagir les branches l'une avec l'autre. Hein. Donc là il me l'a mis en checkout. Donc on continue. Created prod branch. Cette fois-ci c'est vraiment une branche que j'ai créée, même si pour le moment l'icône ressemble fortement à une icône de dossier. On archive. Et boum, cette fois-ci on est bien sur deux branches, une branche dev et une branche prod. D'accord? Et quand on va aller voir ce qui se passe dans l'explorateur de contrôle de code source, on se retrouve bien avec deux branches, une branche dev et une branche prod. Vu mes dibos? Donc là c'est super pratique, je peux donner accès à certaines branches à certains utilisateurs, à pas tous, etc. Avec Karen on va pas s'emmerder, je vais lui donner accès à tout le projet et je vais lui donner mes instructions sur ma façon de travailler, elle me donnera les siennes et puis on va se mettre tout ça en commun et puis ça roulera, il n'y a pas de problème. Mais si j'avais cette crainte que des données de prod se retrouvent pas au bon endroit, dans ce cas-là j'aurais masqué la branche prod aux intervenants extérieurs. Vu les 10 boss. Voilà. Donc maintenant il n'y reste plus qu'une chose. Donc là, on pourrait commencer à bosser comme ça. Hein. On peut commencer d'ailleurs à bosser comme ça. La chose qui, pour le moment, on est d'accord que
livraison et de l'intégration continue, tous les deux pour le moment sont désactivés. Et ben, c'est ce qu'on va aller faire maintenant, c'est la suite se passe ici. Visual Studio, on a fini avec lui, hein, on a créé nos deux branches, on est prêt à bosser sur les deux. Si je reviens sur mon projet Link, dans le workspace de mon projet Link, j'ai bien deux versions différentes de l'application qui me sont proposées. Une solution de développement, une solution de production, et donc je peux les ouvrir complètement indépendamment l'une de l'autre. Oui, je sais, au niveau du serveur, j'ai dupliqué, j'ai deux versions réellement de mon code source qui traîne sur le serveur. C'est là où le fonctionnement va être fondamentalement différent avec celui de GitHub. Sur Git, j'aurai pas deux versions du code. J'aurai une version du code et des annotations qui me disent tiens, à tel endroit, tel utilisateur a fait telle modification. Ok? Vous voyez un peu la subtilité entre la gestion de branches de TFS et la version de Git. C'est pour ça qu'on ne peut pas appeler une branche d'un côté égale branche de l'autre, puisque c'est le fonctionnement fondamentalement n'est pas le même. Là, effectivement, avec mon fonctionnement là, j'utilise 2 fois plus d'espace sur le serveur quelque part. C'est du code source, je dépasse rarement la dizaine de mégas par code source, mais voilà. Par projet, mais voilà. Ok mes petits dibos, donc là, alors évidemment sur ce projet Link, il n'y a pas encore de readme, etc. Mais c'est pas grave, on s'en fout. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est de vous montrer comment je vais plugger mon environnement de CDCI sur ces projets-là. Et ben on revient exactement là où on était tout à l'heure, le projet Link. On revient sur ces pipelines. La première chose qu'on va configurer, ça va être évidemment la build. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller éditer la build qui est celle qui était actuellement en cours et qui ne fonctionne plus, puisque elle build sur quelque chose qui n'existe plus. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va la cloner, parce que j'aimerais en avoir deux versions. Hop, c'est ici qu'on le fait, je crois. Non, il faut rentrer dedans. Voilà, clone. Boum. Voilà, j'ai cloné mes builds. Je fais save. Même s'il n'y a aucun changement, c'est pas bien grave. Voilà, ce qui fait que maintenant, au niveau de mes pipelines pour ce projet-là, Link, j'ai deux procédés de compilation. Attention, encore une fois, le pipeline ici au sens Azure ici, ce qu'ils appellent pipeline un peu maladroitement ici là, mais deux pipelines correspondent à mes deux branches, ok, va aboutir à la génération de deux livrables. Pas livraison, hein, livrables, c'est pas du tout la même chose. Les livraisons se feront dans les releases. Ça c'est pareil, dans le guide c'est pareil, c'est les artefacts, ce qu'ils appellent les artefacts dans Git. Nous c'est ce que là on est en train de générer avec les livrables. Ça ne veut pas forcément dire qu'on va faire des releases. Attention, c'est différent. Ok, donc c'est parti. L'ancien ici là qui était là, l'ancien on va le modifier, on va l'appeler prod. Comme ça on va garder l'historique des livrables pour la prod, pourquoi pas. Hop, prod build, voilà, on va le renommer. Tac, Azure machin truc. Get source. Je me prépare à dégainer direct dès qu'il y aura un mot de passe qu'il faudra pas que vous voyez. Ok, là ce qui est très important, c'est qu'au niveau du get source cette fois-ci, vu que je suis sur ma branche de ma livraison de prod, ici vous vous en doutez, c'est plus tout le dossier, tout le projet Link qui va devoir builder, c'est uniquement le prod. D'accord? On y va, c'est parti. Legend, ça, le reste du projet n'a pas changé, hein, le reste la procédure pour builder mon projet, il n'y a rien qui est différent. C'est juste que les sources sont plus du tout au même endroit. Enfin, plus tout à fait au même endroit. Ok, on va rétablir le trigger, voilà. Le trigger, on va lui dire d'aller chercher la prod. Ok. Enfin, le trigger de l'intégration continue, voilà. Et alors là, c'est un truc que moi je m'impose au niveau de ma numérotation des versions. La production va conserver son formalisme comme ça, ok. Donc c'est-à-dire une version majeure, une version mineure, une date avec mois, année, jour, etc. Et une révision. Une révision, ça veut dire c'est un compteur de build natif à Azure DevOps. Donc la première du jour sera la 1, la deuxième sera la 2, etc. etc. Ok, on va sauvegarder ça. Hop, on a mis en place l'intégration, la build continue de la branche prod de Link. Ok, mes pipelines ils sont là. Effectivement, le build prod il est là, il est prêt, il a jamais tourné avec la configuration prod, mais il est prêt. On va aller maintenant éditer le deuxième qu'on va dédier donc à la dev. Voilà, on va l'appeler dev build. Pas dev, pas dev, pas def. Voilà. Ok. Get source ici pareil.
hop, il va plus aller chercher le projet Link dans sa totalité, mais uniquement la version de dev. Voilà, ok. Tout le reste des fonctionnalités est strictement identique. La build, on change rien, oui c'est vrai, je vérifie quand même, mais le publish d'artefact, de toute façon, lui, il est lié au nom du, voilà, il est né au nom du dossier, donc ça fonctionne. Le trigger, on va le réactiver aussi, et on va lui dire d'aller me builder uniquement la dev. Voilà. Alors, je pourrais ne pas le faire ça. Effectivement, vu que je ne vais pas exploiter mes artefacts issus de la compilation de ma branche dev, je pourrais ne pas l'exploiter. J'ai décidé quand même de laisser l'intégration continue sur la branche, sur mes branches dev, parce que je désespère pas un jour de me monter un serveur web de test, de bêta. Et donc du coup, j'exploiterai à ce moment-là les versions nightly, là, les versions d'intégration continue de dev. D'accord? Mais pour le moment, je les laisse comme ça. Et donc du coup, c'est là où ça va différer un petit peu. Moi ici, je vais plutôt partir sur ça. C'est-à-dire que mon formalisme, ça c'est moi qui me l'impose, hein. Mon formalisme, il est tel que mes versions c'est moi qui, vous avez vu, je l'ai tapé à la main, hein. Mes versions de développement de mes applications, de dev, hein, les versions de dev auront toujours le même numéro de version, mais le numéro de build, le numéro de révision sera toujours à 0. Ça me permettra moi de vérifier que ce que j'ai livré en prod c'est bien issu de ma prod et pas de ma dev. Si je vois passer en prod une version 1.0.xxx.yy0 et non pas 1, 2, 3, n, là je me dirais merde, j'ai livré ma dev en prod. Ok? C'est juste pour moi pour me rappeler. On sauvegarde, on prépare. Voilà. Vous avez vu, montre en main, ça prend 10 minutes. Hein. Là, je prends un peu le temps, je vous explique les choses et tout. Je fais durer ça un peu en longueur. Mais ça pourrait être beaucoup plus rapide que ça. Ok. Ce qu'on va faire, c'est que je vais quand même les run, les deux là. Ah oui, c'est pas. Je crois que c'était une case à cocher, mais ce n'est pas le cas. On va run la dev déjà pour commencer. Est-ce qu'on va run la dev ou pas? Je crois qu'à ce stade-là, même sans avoir encore publié d'artefact, je dois pouvoir plugger ma release à un artefact de prod. Pas prod d'ailleurs, mais juste préciser du coup. Donc là, du coup, je vais dans ma release. On va aller le faire, on va faire ça. Là, je vais dans ma release, ok, dans la livraison continue. Là, on vient de terminer de publier. Est-ce qu'on testerait pas quand même? Bon, vous me croirez sur parole, mes chers petits dibos. Vous me croirez sur parole. Quand je vais archiver du code sur dev, je vais aller déclencher un release, déclencher le pipeline de dev, donc c'est-à-dire celui-ci. Ok. Et si je déclenche, on va le faire, tiens. Allez. On n'est pas des feignasses à la Dibri, on fait les choses bien. Obtenir la dernière version, tic, on lance la branche dev de Link. Ce que fait l'application, encore une fois, c'est pas le scope de ce stream d'aujourd'hui. On reviendra dessus. Je vous montrerai bien sûr ce que c'est que Link, à quoi elle sert et pourquoi est-ce que j'ai développé ce petit truc. Mais là, c'est pas le sujet. Ok? Donc on va juste aller faire un truc à la con. On va aller dans une classe par là. Hein, et puis on va faire ça. Ah oui, non, je l'avais prévu ça pour plus tard. C'est pas grave, je le reprendrai. On va virer des commentaires, voilà. En gros, on va générer un livrable. Hein. Voilà, boum, et là, boum, voilà. Tac, tac. Ok. J'ai modifié sur la branche dev de Link. Hein, je suis bien sur la branche dev de Link. Hein, j'ai modifié un peu le programme. On va appeler ça un demi. Hop là. Voilà. On va dire que c'est un demi. Hein, ça veut dire que c'est une modification à la con, comme on pourrait traduire en français. Boum, j'ai balancé. Ça a été archivé avec succès. Qu'est-ce qui se passe maintenant ici? Et voilà. La branche dev de Link est en cours, ou en tout cas va pas tarder à partir en build. Ok, vous avez l'icône en attente. D'accord? Voilà, ça y est, c'est en cours de. La build est partie. On va attendre qu'il se génère. Et donc du coup, là où vous remarquez mon numéro de version, on est bien sur la 1.0, ok, 22 parce qu'on est en 2022, 0.7 et 0.4 pour 4 juillet, et 0. Ok. Donc c'est bon, il a bien pris en compte mon versionning 0 forcé là, qui produira donc la même build pour toute la journée. Enfin le même numéro de build pour toute la journée, ok.
sur la branche dev uniquement. Sur la version prod, vu qu'il n'y a pas eu de build encore en prod le 0407, on va avoir ici une 22.07.04.1. Ok. Et si j'en check-in un deuxième, ce sera un 2, puis 3, puis 4, etc. etc., etc. On va aller la livrer, un link, on va aller jusqu'au livrable, comme ça vous verrez. C'est pas un, ça existe, hein, c'est en prod, hein, c'est cette application-là. C'est un truc qui permet de générer des URL raccourcis. Et vous voyez qu'actuellement en prod, c'est la 1.0.22.05.31 qui est livrée. Ok. Donc c'est-à-dire traduction, c'est celle-là. Ah oui, tiens, il y a un micmac, il a enlevé le 0, la date du jour est mangé. Bon, c'est pas bien grave. C'est pas bien grave. Et il build. Ok. Pendant ce temps, j'anticipe, hein, parce que je sais que la question me sera posée. Pendant ce temps, ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller nous merger notre petite modif qu'on a faite en dev. On va la balancer sur prod, puisque maintenant les deux ont bien une différence. Hein. Donc c'est ici que ça se passe. J'ai fermé la solution ici dans Visual Studio. Bon, ça c'est une préférence, hein, c'est pas bien grave, mais voilà. Et on va aller demander la fusion de ce qu'il y a sur dev vers la production. Voilà, boum, 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 terminé, etc., etc. Du coup, il en déduit que il doit aller modifier l'application en prod dans ce fichier-là pour le rendre tel que ça, c'est-à-dire retirer les commentaires et les différents using et j'en passe. Ok. Ok. Et on va l'appeler hop demi prod branch modif. Je l'archive pas encore, mais Dibos, je vous montre pourquoi juste après. Pendant ce temps, on arrive ici, c'est bien ce que c'est ce que je voulais voir. Pendant ce temps, j'arrive ici et on constate que la build, la dev en build a fonctionné, d'accord. Ce qui fait que maintenant on a la branche de dev qui est plus récente, qui est plus moderne, plus à jour, plus récente que la branche de prod. C'est attendu, hein, ça ne m'étonne pas, c'est normal. Et on constate évidemment qu'il n'y a eu aucune release aujourd'hui. Hein. La dernière date bien du 3.05, qui correspond donc à la version de prod qu'il y a eu. D'ailleurs sur Link, on a ici le déploiement, le chemin d'accès vers le code, et on voit bien que c'est un link tout court, hein. C'est pas un link dev ni prod, etc. Donc du coup maintenant ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller modifier ma livraison continue, voilà, qui était là. Alors je pense que ça je peux pas le modifier, une fois que c'est créé c'est en dur, voilà, je peux plus le modifier, voilà, je peux plus le modifier, donc à moins qu'il y ait une astuce, à moins que Dedibos ait une astuce pour ça, j'ai rien trouvé de plus intelligent que d'aller rajouter à la main un deuxième artefact, et là du coup aller choisir celui de prod. Voilà. Ok. Et donc du coup l'ancien qui vient de. Hop. Prod, voilà. Source alias c'est l'ancien. Source build. Ah il prenait quand même prod, il l'avait fait lui-même. Bon, peu importe. Ça c'est l'ancien, je le vire. Ok. Et là j'ai bien mon prod build qui se prépare. Et donc, il se prépare donc à aller déployer automatiquement le code qui provient de ma build de prod. Ok. Ok, ok. Normalement, c'est la seule chose qui a modifié. Dans les options, il n'y a quasiment rien. Au niveau des tasks, il y a des choses que vous ne devez pas voir, mais c'est pas grave, je vais pas les ouvrir. Elles n'ont pas changé. De toute façon, on déploie bien sur le même site du même serveur. Ce qui compte, c'est d'activer le déploiement continu. Donc c'est parti. On sauvegarde. Voilà. Et normalement, dans mon pipeline ici, et surtout dans mes releases, j'ai toujours pas de release en cours. C'est normal. On va faire ça tout de suite. J'arrive sur ma branche de prod, je reviens dans mon environnement de développement et je m'apprête donc à archiver sur ma branche prod du code qui provient de la branche dev. Je fais un merge de mes deux branches. Ok, c'est parti. Touc, voilà, c'est archivé. Maintenant, ici dans mon truc, je devrais avoir là le deuxième pipe qui va se mettre en route. On y est. La prod build va bientôt démarrer. On voit qu'il est en train de me préparer une 22.07.04.1 et non pas 0. Hein. J'attire encore votre attention là-dessus. Bon, pas très pertinent, mais au moins vous le voyez. Voilà, c'est en cours. On constate que pour le moment, il n'y a pas de release. Rien ne change au niveau de la release. Il n'y a aucun changement qui survient au niveau de la release. Au niveau des pipelines, on voit bien que c'est la prod. Ici, c'est écrit un link slash prod. C'est bien la prod qui est en cours de build et de... c'est parti d'ailleurs, c'est en cours de run. Ça va prendre 2 minutes à peu près. Vous les voyez pas, mais je reçois des mails bien sûr, hein, pour me prévenir. Hein, ce type de mail là.
Voilà. Build succeeded, blablabla, 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 avec les change sets qui sont dedans, les commits. Bref. C'est juste pour vous faire patienter le temps que ça build. Mediboss. Ok, la build est en cours. Ça devrait pas tarder. On est à 1 minute 7, 1 minute 8. Ça ne devrait plus tarder maintenant. Alors les durées de build ici, on est en build, hein, on n'est pas en livraison. Hein. Les durées de build sont assez random, c'est normal, hein, ça dépend bien sûr de la charge d'Azure, hein, puisque comme je vous expliquais, moi mes builds je les fais faire par Azure, c'est pas par Microsoft, quoi, c'est pas moi qui le fais, c'est le data center qui le fait. Donc c'est normal que ça prenne pas pile poil la même durée d'un projet à l'autre. Ça veut pas dire que c'est bien le même code entre les deux, hein. Même si lui il prend plus de 2 minutes, c'est probablement parce qu'en ce moment les serveurs de Microsoft sont un peu plus utilisés maintenant, sollicités qu'ils l'étaient il y a 7 minutes, tout simplement. Vous allez voir, le logo va changer d'une minute à l'autre, d'une seconde à l'autre même, je dirais maintenant. Voilà, là on a bien notre artefact qui est parti. Et qu'est-ce qui se passe au niveau de ma release? Boum, on a bien un link prod, production deploy en cours. Parce que comme j'ai un artefact sur la prod qui s'est déposé, voilà, celui-là est très exactement, hein, le 220741 et pas 40, enfin, c'est 041 et pas 040. Donc une livraison est en cours. Normalement ça devrait bien se passer, j'ai pas trop d'inquiétude là-dessus. On pourrait suivre le continu en live, mais on pourrait suivre en live ce qui se passe, mais c'est pas très pertinent. Et voilà. Notre livrable est censé avoir été déposé. Je suis censé avoir livré sur mon serveur web la version 1.0.2207041 issue de ma prod. Ok? Et non pas de la dev, c'est là où je voulais en venir. Allons vérifier ça. Et voilà, c'est bon. L'application s'est bien lancée. Je suis bien sur mon application sur internet, hein, en prod. Et vous voyez que la version c'est bien la 1.0.220741. Il a mangé le 0 ici, je regarderai pourquoi, c'est pas bien grave. Mais en tout cas, ça s'affiche bien correctement. Ok Mediboss, donc là ce qu'on vient de faire ensemble là, juste pour résumer, hein, on vient de passer d'un environnement une build, une branche, un build, une livraison, ok, à un environnement multi-branche, multi-build, une livraison. C'est beaucoup plus serein, c'est beaucoup plus safe, et puis surtout c'est beaucoup plus ouvert à la collaboration, puisque maintenant Karen pourra intervenir sur la branche dev, je pourrai intervenir sur la branche dev, sans que ça génère un livrable. Ok? Et on pourrait imaginer Karen bosser sur une refonte totalement différente, sur une branche refonte V2 par exemple, hein, et qui ne soit pas du tout lié à mon pipe de production. Et puis on pourrait très bien imaginer une branche V2 prod, et puis les deux applications qui cohabiteraient sur deux serveurs web différents. Voilà, on est beaucoup moins limité que dans le fonctionnement précédent. Ok mes petits dibos? Voilà, je m'arrête ici pour ce sujet-là, hein, pour le sujet de la livraison et la build continue de la Dibri. Hein. Encore une fois, j'insiste dessus. Je sais, c'est pas la version, c'est pas. Ah oui, c'est vrai qu'il n'y a pas
J'ai pas la caméra sur cette scène là, bon c'est pas grave. C'est pas, j'ai pas la prétention de vous montrer comme vous devez faire vous dans vos environnements et vos home labs à vous, encore moins en entreprise, hein, bien sûr. Hein. Au contraire, je vous conseille fortement de passer sur Git. À l'heure où je vous écris, là, à l'heure où je vous parle aujourd'hui, TFS, TFVC, TF Azure DevOps, tout ce que vous voulez, c'est considéré comme feature full. D'accord. Les nouvelles features qui devraient survenir au niveau de la collaboration et de la gestion de multicode source aura lieu uniquement sur la partie Git. Azure DevOps peut héberger des repos écrits, enfin hébergés sur plateforme Git, hein. Il n'y a pas de souci, c'est fait pour. Mais par contre, la partie TFVC, il n'y en aura plus. Donc je vous engage plutôt à démarrer vos projets sur Git, éventuellement sur GitHub, hein, si vous êtes plus chaud avec ça, pour du VS Code ou même Visual Studio, il fonctionne avec GitHub, il n'y a pas de souci. Mais voilà, moi je reste sur du Azure DevOps, dans lesquels mes repos sont en TFVC. On verra si mes prochains projets, je les démarre en Git dans Azure DevOps, mais dans tous les cas, on restera toujours sur Azure DevOps. Voilà mes boss. J'en ai terminé avec cette partie-là, et maintenant ce que je voudrais vous montrer, ce sur quoi on va switcher tout de suite, ce que je voudrais vous montrer mes boss, c'est est-ce qu'il est possible, et la réponse est oui, il est possible, est-ce qu'il est possible de développer des jeux avec du C#? Et bien pour répondre à cette question, dont la réponse bien sûr est oui, hein, pour illustrer cette réponse, je vous propose de jeter un coup d'œil. Alors je vous préviens, ce que vous allez voir c'est modeste. Hein. Je vais pas vous montrer Quake 3 Arena réécrit en C#. Bien sûr que non, c'est pas du tout le sujet. Il existe plein de forks, de plein de projets, de plein de trucs différents et d'autres. J'en trouverai, je vous en présenterai, et on fera même le parallèle si le code est ouvert, hein, dans les deux cas. On fera le parallèle entre la version originale et la version modernisée en C#. À mon avis, il n'y en a pas beaucoup, mais je pense que ça existe, on doit pouvoir le trouver. Et on comparera. Mais là, ce que je voudrais vous montrer aujourd'hui, c'est simplement qu'en moins de 200 lignes, en C#, donc un langage moderne, hein, un langage moderne et semi-compilé, on va dire compilé pour satisfaire mes troubles obsessionnels compulsifs, il est tout à fait possible de développer, d'écrire un petit morceau de programme, de jeu en l'occurrence, qui s'exécute et qui vous permet d'avoir un rendu à l'écran. Alors on va se calmer tout de suite, en 200 lignes, j'ai pas d'Unreal Engine, hein, j'ai pas de texture 1080p, 4K, ce que vous voulez, j'ai pas de Vulkan, d'OpenGL ou de Direct 3D, de VR ou de Ray Tracing. Hein. Là, je vais juste vous montrer une petite application de console, c'est un clone du jeu Snake sur les bons vieux Nokia 3310 et même prédécesseurs, hein, et qui s'affiche donc dans la console d'exécution du MS du .NET et qui ressemble donc à ça. Oui, oui Lady Boss, oui Lady Boss, oui Lady Boss, je joue, hein, avec mon clavier à Snake et je suis mort. Je me suis mangé la queue. Voilà, on peut donc, oui bien sûr, et je dirige avec vous le voyez pas, mais je le dirige avec les flèches du clavier. Hein. Donc oui bien sûr que la réponse est oui, évidemment. Oui bien sûr que la réponse est, et on peut le faire, et il y a plein de ressources disponibles pour vous aider à le faire. Et non, c'est pas forcément en appli console avec avec un mode texte, hein. On peut très bien le faire en mode graphique avec un rendu qui passe par Unity ou par Unreal Engine. Alors évidemment, ça passera pas forcément par d'autres moteurs, hein, et tout ce qui est tous les autres moteurs ne permettent pas forcément d'être exploités avec une bibliothèque en C# en entrée. Mais oui, bien sûr, on peut développer des jeux avec l'ASP, avec le C#.net. J'ai oublié de mettre à jour le titre de de mon stream, pardonnez-moi. Hop, C#.net. Boum, voilà, j'ai oublié de mettre à jour. Donc oui, Medibos, oui, bien sûr que c'est possible. C'est bien sûr possible. Là, je vous montre encore une fois un exemple qui prend 200, qui pèse 200 lignes. L'exécutable en lui-même, il pèse, je sais pas, 150 kilooctets. Vu que c'est écrit en .NET, il y a de fortes chances, ou non, c'est encore, je crois. Bon, peu importe. Vu que c'est écrit en .NET, il y a de fortes chances que sur les 150 kilooctets que l'exécutable prend sur le disque dur, il y ait peut-être 40, même pas 20 kilooctets de fonctionnel et qui représente
la vraie transformation du code source en exécutable et que le reste ce soit du framework inutilisé dans ce cas-là. Mais oui, bien sûr, les DBoss, c'est possible d'écrire et de développer des jeux uniquement, en utilisant C Sharp. Okay, il y aura forcément des librairies secondaires qui vont vous permettre de gérer l'affichage, la 3D et j'en passe. Mais c'est absolument possible et vous en avez la preuve à l'écran avec cette petite application de console qui est un clone de Snake, hein, un fameux jeu qu'on trouvait sur les Nokia 3310 et bien sûr dont il existe des clones à peu près dans chaque langage de programmation, un peu comme le fameux Hello World. Mais bien sûr que c'est possible. Et on va jeter un petit peu un coup d'œil, on va regarder un petit peu ce que ça donne au niveau du code. Et alors c'est du open source, hein. Je vous mettrai dans la description de cette vidéo sur YouTube, vous trouverez le lien vers le GitHub qui héberge ce code, hein, que le développeur a gentiment mis à disposition. Mais et puis donc ici moi je l'ai mis dans une solution Visual Studio 2022, mais on s'en fout, c'est du C Sharp, ça marche nativement. C'est pas du C Sharp asynchrone, c'est pas forcément, ça ne suit pas toutes les précaux du .NET Core et du .NET 6.0, mais on s'en fout. Je voulais juste vous montrer qu'il est possible de développer un petit jeu, hein, tout con, avec C Sharp et la plateforme .NET. Donc vous voyez, c'est dans la console, hein, il gère ici ses inputs sur le clavier, il gère ici ses logiques de déplacement et de est-ce que alors il appelle ça des fruits, c'est mignon. Il appelle ça les fruits, les petites lettres à l'écran pour aller faire grandir le petit serpent, comme dans le jeu Snake d'origine. Et vous voyez la logique, elle tient avec 4 if en cascade, hein, suivant la direction qu'on a cliqué sur le clavier. Et puis il y a une petite routine qui gère à la fin quand on meurt parce qu'on se mange la queue. Du coup on affiche Game Over. On attend le bouton espace ici là pour pouvoir redémarrer une nouvelle partie. Voilà, on ne peut plus simple. Random point, ça c'est pour afficher à l'écran les fruits, pour les mettre de manière un peu random sur l'écran. Voilà. Puis après, bon bah, il y a quelques logiques qui lui permettent de print des caractères sur l'écran. Mais voilà, mais oui, c'est bien sûr, c'est absolument possible. Ok. Et donc, ce que je vous disais à l'instant, on va se mettre en release, voir si ça change quoi que ce soit ou pas. On va rebuilder. Voilà. Et on va aller voir tout de suite. Ouvrir. Et on va aller voir ici dans le binaire de release. Voilà. Boum. L'exécutable et sa DLL qui l'accompagne parce qu'il y a deux namespaces, donc il a généré une DLL plus un fichier. Voilà, pour 154 kilooctets, il y a un petit jeu tout bête. Voilà. Ok. Alors bien sûr, je sais, c'est pas un projet ambitieux. Il existe probablement plein d'autres trucs beaucoup plus denses et qui utilisent des API beaucoup plus perfectionnées pour la sortie. Mais oui, c'est possible. La réponse est oui. Hein. Il est possible de faire des jeux en Microsoft.NET, en Microsoft C Sharp. Alors C Sharp ou VB.NET, mais en tout cas avec la plateforme .NET, oui, c'est absolument possible, Mediboss. Ce qui m'emmène du coup à un point. Si vous connaissez les DBoss, si vous connaissez des projets de jeux qui me seraient passés... il me semble qu'il y a une version de Tux Racer qui est écrite en C Sharp. Je l'ai pas encore mis la main dessus, mais je vous montrerai ça. Mais on s'en trouvera, Si vous connaissez des projets écrits en C Sharp, et qui sont open source, hein, bien évidemment, on va pas s'amuser à aller décompiler et rétro-ingénierer des choses qui sont sous licence, hein. Évidemment que non, c'est pas le but. Mais si vous connaissez des exemples de jeux, d'applications, alors des applications, il y en a plein. Hein. Si je dis pas de bêtises, la suite Office, ça fait depuis quelques versions qu'elle est écrite en C Sharp.net. Visual Studio lui-même, l'outil en lui-même, il est écrit c'est une application de WPF, hein, c'est comme ça depuis au moins 10 ans. Et si je dis pas de bêtises, là je m'aventure un petit peu en terrain inconnu, mais il me semble bien que depuis quelques années, Windows lui-même est écrit avec du langage propriétaire comme ça. Il me semble. Il me semble qu'avec Windows 8 ou Windows 10, on a basculé justement de COBOL à du C-Manager, du C-Sharp de chez Microsoft. Bon, à confirmer, ça c'est info stream, info pas sûr, mais il me semble que c'est le cas. Ok, Medibos. Bon, et puis du coup, puisqu'on parle de jeux vidéo, je voulais vous tenir au courant de ce qui vous attend pour un prochain stream.
Figurez-vous que Medibos, que grâce à BoxArc, j'en ai déjà parlé plein de fois, mais c'est histoire de continuer sur cette lancée-là, BoxArc m'a gentiment fait comprendre, et il avait tout à fait raison, que le code source de Doom 3 était GPL. Et il a raison, il a tellement raison que je l'ai récupéré sur le GitHub de Idsoft, hein. Il est là, voilà, le moteur Neo, hein, comme on l'appelle. Et il s'ouvre dans Visual Studio. Effectivement, il faut bidouiller un petit peu la solution pour que ça marche, mais, euh, mais c'est tout à fait possible. Et ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer où j'en suis actuellement. J'ai pas encore une version que je peux vous présenter, Medibos, parce qu'il y a encore un tout petit peu de travail rien que pour compiler la solution en elle-même. Tac. En plus, ils ont mis à dispo le code source de la version BFG de Doom 3. Et ceux qui connaissent un peu savent que ça veut dire, traduction, ça veut dire qu'on a accès au moteur dans la toute dernière génération du moteur IdTech 4, donc le moteur Neo, et que normalement on devrait aussi pouvoir builder les Doom classiques avec. Et je sais pas si ça veut dire que les Doom sont réécrits en CPP ou si c'est toujours du C. Et dans tous les cas, on devrait pouvoir voir des choses assez intéressantes au niveau de Doom classique. On reviendra dessus. Ouais, j'ai bien l'impression que oui. C'est en CPP. Ça, c'est formidable. S'ils l'ont fait, c'est fantastique. On verra ça un peu plus en détail. Mais voilà. Donc là, ce que vous voyez à l'écran, c'est typiquement le projet Doom 3. Le projet Neo, c'est-à-dire le projet qui a donné naissance au moteur à LeadTech 4. Et voilà. Et il compile presque. Il compile presque. Regardez ça. Il est écrit en CPP, hein, comme vous pouvez voir dans la console. C'est tout en CPP. Et C++. Et qui dit C++ dit forcément qu'il y a il y a des librairies à installer sur la machine pour pouvoir pour pouvoir assister à la compilation. Il y a des bibliothèques à télécharger et à installer. Normalement je l'ai fait, mais je pense qu'il me manque certaines versions où je dois pas avoir les bonnes versions pour toutes, hein. La solution d'origine, elle est compatible avec Visual Studio 2010. Moi ici je fonctionne avec un Visual Studio 2022. DirectX, en 12 ans DirectX il a largement évolué. Il y a des choses qui ont changé, des appellations qui sont plus fait pareil, des accès mémoire qui sont différents. Et la MSVC notamment a bien évolué aussi. Moi j'ai installé la version 14. Je sais plus combien pour compiler le projet. Et je plante à certains endroits parce que j'ai un header, donc j'ai un fichier de mon SDK dont la signature d'une méthode ne correspond pas à ce qu'attendait Doom 3 au moment de sa conception. Donc pour le moment, je ne peux pas vous montrer, c'est juste pour vous montrer l'avancement. Oui, Medibos, c'est un teasing, abonne-toi. Oui, Medibos, dans un prochain stream, on verra comment on peut essayer de démarrer Neo et pourquoi pas afficher le menu principal de Doom 3, buildé par nous-mêmes en C++, et on comparera un petit peu comment le scoring est fait, comment la gestion de l'environnement du jeu en lui-même, hein, comment le lancement du jeu est géré avec Neo, qui m'a l'air, de ce que j'ai vu, beaucoup plus simple, mais j'en dis pas plus, on verra ça, on distillera ça ensemble. Si BoxArc est là, en plus on va avoir une discussion passionnée, ça va être terrible. Restez là, ne loupez pas ça. On fera ça cette semaine, probablement mercredi, je pense. Il me faut bien encore 2 jours, je pense, pour trouver tout ce qui me manque, les pétouilles et régler les différents problèmes. Mais bon, je vous tiendrai au courant de ça, bien sûr, Medibos, au début d'un prochain stream. Voilà, voilà mes petits dibos. Ce qui fait que, bah écoutez, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Ça fait une petite heure, ça fait un peu plus d'1 heure que je vous tiens, mais c'est pas grave, hein, et comme ça on pourra tous aller manger un petit peu plus tôt que d'habitude. Tant mieux, hein, vous me direz. Vous retrouverez comme d'habitude ce live. Hop, hop, alors est-ce qu'on se met en pause? Il n'y a pas besoin, il n'y a pas de chat. On va se mettre, on va s'arrêter là. Mes chers divos, on se retrouve donc très bientôt pour une autre pause dev demain midi, même heure, hein, pour la pause dev de demain. Je sais pas encore de quoi ça traitera. Je veux pas vous induire en erreur, donc du coup. Je pense qu'on continuera à bosser sur un de mes projets à moi, peut-être Link, peut-être une présentation de Link, peut-être, tiens, pourquoi pas. On verra ça. Et mercredi, je pense que mercredi, on touchera un petit peu plus au moteur de Doom 3. D'ici là, Medibos, portez-vous bien, prenez soin de vous, bon appétit, c'est l'heure, alors allez-y. Bon appétit, bonnes vacances à ceux qui démarrent les vacances, les gars. Et oui, on est en juillet, profitez, moi c'est bientôt.
Moi c'était Dib d'ailleurs, puisque je me présente jamais. Moi c'était Dib, bienvenue à la Dibri. Si vous aimez, n'oubliez pas de mettre un petit pouce sur YouTube, un petit follow sur Twitch, ça coûte rien et ça fait super plaisir. On est 43, on est à ça, on est à ça, on est à ça de l'affiliation. Et qui dit affiliation dit moyen, dit 720p pour ceux qui n'ont pas les moyens d'avoir des connexions un peu plus élevées. Ça dit aussi caméra, ça dit aussi casque, ça dit aussi pourquoi pas environnement de travail un peu différent, je sais pas, on verra. Je me chauffe, mais je devrais pas. Mais voilà, on se retrouve ce soir pour du streaming gaming. À mon avis, Minecraft ce soir, ça me tente bien. Et j'ai eu, comme je vous disais la dernière fois, j'ai eu l'aval de mes collègues de la Dibri pour streamer le serveur multijoueur qu'on a à la Dibri. Portez-vous bien, mes dibos. Bisous, ciao ciao, bon après-midi.